BFM Business. BFM Bourse, le club. Merci Thomas, bien sûr on continue de parcourir l'ensemble de l'actu tout au long de cette fin de journée sur BFM Business au rythme des marchés. Dans 28 minutes, ce sera terminé pour cette nouvelle séance, pour semaine boursière même. Ce sera la clôture dans 28 minutes. On va rejoindre tout à l'heure bien sûr Étienne Braque depuis la tour Euronext. Tout va bien, on est confiant, on est en hausse très très confortable avant la clôture, plus 0,9 sur le CAC. Et à Wall Street ça va bien aussi, le S&P 500 gagne 0,6%. Nos coéquipiers ce soir pour en parler, Nicolas Decaux, il vient de nous rejoindre. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue, gérant analyste pour Clartan Associés, et François Jubin également à nos côtés. Bonsoir François. Bonsoir directeur général de Wise AM. Bienvenue à tous les deux. On est donc à 27 minutes 29 secondes désormais de la clôture des marchés financiers. Si vous nous suivez à la télévision ou sur l'appli BFM Business, eh bien vous pouvez suivre. Voilà ce grand chronomètre qui s'affiche sur votre écran avant la clôture qu'on va vivre en direct. Est-ce que vous êtes à l'aise, messieurs ? À moins d'une demi-heure de la clôture, à l'aise avec les niveaux de marché, à l'aise avec le fait que les actions montent alors que les taux se sont quand même sacrément tendus tout au long de cette semaine. C'est rare de voir des taux qui montent autant, mais des actions qui résistent aussi nettement et aussi durablement. Est-ce qu'on est sur une anomalie de marché ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt à l'aise et vous trouvez une forme de pertinence dans la façon qu'ont les marchés actions de réagir ? François. Alors, vous avez sans doute oublié de mentionner qu'en même temps, on a des résultats de sociétés qui ont été de très bonne facture. Et si on regarde comment ont progressé justement les résultats de société sur les 6 derniers mois, eh bien on a quelque chose d'extrêmement fort sur la partie européenne. Donc tout à fait normal que les prix des actions accompagnent ces résultats d'entreprise. Donc on a aujourd'hui des niveaux de valorisation qui sont tout à fait corrects. Je ne veux pas dire que le marché action européen est bon marché, mais on est dans quelque chose de tout à fait raisonnable en termes de prix. Et le marché parie sur le fait que la croissance, la résilience de l'économie permettra de compenser les effets négatifs de l'inflation et des resserrements monétaires. C'est le pari de la croissance qui est en train de jouer le marché aujourd'hui ? Alors, on a déjà eu le mouvement de taux, le mouvement d'écartement des spreads sur le crédit. Donc, on voit que les primes de risque sur le marché ont été reconstituées en 2022. Donc, on a déjà intégré ce ralentissement, on a déjà intégré pas mal de mauvaises nouvelles dans les prix. Donc, aujourd'hui, il nous reste plutôt ces bonnes nouvelles. Donc, de ce point de vue-là, on peut être assez confiant sur les perspectives 2023. Nicolas, même question. Vous êtes bien là dans le marché action ? Vous ne voyez pas réagir du tout aux tensions obligataires ? C'est pas grave, on continue et on est à l'aise pour la suite ? Ouais, très à l'aise. Ouais. Non, mais le marché, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. L'économie se porte bien, ça démarre bien en janvier. On voit que la crise énergétique en Europe, grosso modo, c'est à peu près terminé. Ça s'améliore en tout cas. On a le redémarrage de la Chine. On voit tous les indicateurs un peu en direct qu'on a. L'activité dans les usines, ça repart très fort après le nouvel an chinois. Donc on a une économie mondiale en général qui se porte bien, une économie européenne qui est vraiment faite pour redémarrer. On a beaucoup d'industries. En France, on a le luxe qui est vraiment câblé directement sur la Chine. Donc une très très forte dynamique économique en Europe. Donc le marché suit. Y a pas. Vous êtes en train de nous dire qu'après avoir été, c'est caricatural, mais une forme d'âne sur les marchés mondiaux, l'Europe aujourd'hui c'est le cheval de course, en tout cas le marché mondial le mieux câblé, c'est le terme que vous avez utilisé pour tirer un maximum de fruits de la réouverture de la Chine par exemple et de la résilience de la croissance mondiale. C'est un des mieux câblés, ouais. En tout cas, il est mieux câblé que le marché américain, ça c'est certain. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, il faut regarder secteur par secteur, mais si vous regardez le luxe, par exemple, le luxe, il y a énormément de profits des sociétés de luxe en France qui sont faits en Chine ou par des Chinois qui sont des touristes en France. Ensuite, si vous regardez tout le complexe industriel du nord-ouest de l'Europe, les sociétés industrielles suisses, allemandes, scandinaves, elles ont énormément d'activités en Chine. Donc quand l'usine du monde qu'est la Chine redémarre, vous avez des services, vous avez en fait l'économie allemande, l'économie suisse, l'économie scandinave redémarre, mais même l'économie hollandaise suit, et toutes les sociétés qui sont dans cet écosystème suivent avec. Et donc c'est assez simple. Mais enfin, si les marchés actions continuent de tenir, ça va complètement décomplexer les banquiers centraux qui vont se dire attendez, les marchés actions là, ils sont décorrélés, ils se fichent de ce qui se passe sur le marché obligataire. Pendant ce temps, il y a l'inflation qui est quand même très très au-dessus toujours de nos objectifs.
allons-y, lâchons-nous, et plutôt que de ralentir le resserrement monétaire, on va pouvoir s'offrir de nouvelles fortes hausses de taux, parce que finalement le marché y est insensible, alors allons-y. Ouais, mais est-ce qu'ils réfléchissent vraiment comme ça, les banquiers centraux ? Est-ce qu'on ne s'est pas raconté une histoire pendant 15 ans en pensant que les banquiers centraux n'avaient Dieu que sur le marché action ? Normalement, le mandat des banquiers centraux, en Europe, c'est l'inflation, point à la ligne. Et aux États-Unis, c'est l'inflation et l'emploi. Il n'y a pas le marché action dans leur mandat. Donc eux, ils ont les yeux rivés sur l'inflation, ils regardent ce que donne l'inflation et ils vont calibrer les taux en fonction de leur vision de l'inflation. Et le marché action, il va vivre sa vie. À la rigueur, c'est pas leur problème, si vous voulez. François, là-dessus, est-ce que le fait que le marché action tienne aussi bien pourrait encourager les banquiers centraux à aller plus loin dans leur resserrement monétaire ? Sans doute que si le scénario central qui est le soft landing, c'est-à-dire l'économie finalement tient et qu'on arrive à inscrire la désinflation, si ça tient, il n'y a pas de raison. Maintenant, on voit bien que dans la semaine passée, on a eu quelques décalages sur justement cette désinflation. Sans doute qu'elle sera peut-être plus lente et peut-être que à ce moment-là, eh bien, on aura des banquiers centraux un peu plus agressifs. Mais peut-être que également dans l'avenir, on va avoir des données économiques un peu moins porteuses que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est ce qu'on attend tous, c'est que au final, eh bien, cette accalmie sur l'inflation prennent le relais de l'activité que nous avons vue solide sur les trimestres passés. Alors, on est ensemble en direct à la télévision, sur l'application BFM Business, et on voit là le palmarès de cette séance en Europe. On est à maintenant 20 grosses minutes de la clôture, et tout est vert, à part la bourse de Londres qui recule un tout petit peu. Là, on le voit sur cette carte pan-européenne, et la bourse grecque également qui recule. Sinon, tout progresse. Mais alors, pour une fois, et vous l'observez aussi sur cette carte qui apparaît, pour une fois, le CAC 40 fait un peu moins bien que l'Eurostoxx 50, un peu moins bien que la moyenne des marchés européens, parce qu'il y a un boulet aujourd'hui dans le CAC. D'habitude, c'est plutôt une star du CAC, mais aujourd'hui, c'est un boulet. C'est Total. Total qui recule un petit peu, c'est vrai, ce titre Total, avec des cours du pétrole qui sont plombés, sans mauvais jeu de mots, pardon, mais qui plafonnent en tout cas les cours du pétrole. Le baril de Brent est toujours autour des $85. Là, ça réaccélère un peu, mais quand même, on a du mal à voir les cours du pétrole réaccélérer à la hausse, malgré la résilience de l'économie mondiale dont vous nous parlez, malgré la réouverture également de la Chine. Est-ce que ça, c'est un signal faible peut-être de désillusion macroéconomique à venir? Le fait que les cours du pétrole, et Total, lanterne rouge, en est peut-être le meilleur témoignage aujourd'hui, que les cours du pétrole, désormais, plafonnent. François. Alors, c'est sans doute l'expression, effectivement, des attentes sur le ralentissement à venir. Parce que quand on regarde les analystes, ce que nous disent les analystes sur le secteur de l'énergie, c'est que les résultats des entreprises du secteur pétrolier vont connaître une baisse sur 2023-2024. Donc forcément, on a quelque chose qui est lié à ce ralentissement. Ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la bonne tenue de l'économie, je crois que ça concerne aussi des secteurs cycliques qui ont montré une très très forte accélération de leurs revenus. On pense notamment à la banque, on pense également à l'automobile. C'était des secteurs qu'on n'attendait absolument pas. Et c'est ça qui a porté aujourd'hui, entre autres sur le DAX, je pense que Volkswagen doit avoir 8% la hausse de Volkswagen en ce moment. Bon. Oui. 8%, puisque Volkswagen va pouvoir produire 1 million de véhicules de plus grâce à la fluidification des chaînes d'approvisionnement et les approvisionnements tout simplement qui s'améliorent, nous dit Volkswagen. Voilà. Ben ça c'est intéressant parce qu'on voit bien quelle est la dynamique en question sur un dossier comme Volkswagen, et puis on peut la comparer à ce qui se passe sur Total, et on voit bien que les enjeux ils sont pas sur l'économie globale, mais ils sont sur les secteurs, sur l'énergie. Enfin quand même, ils sont pas dans l'économie globale, mais ce sont les politiques monétaires, les chiffres de l'inflation qui, malgré tout, font la pluie et le beau temps et donnent le là, en tout cas qui colorent on va dire les séances les unes après les autres. Quand on voit les cours du pétrole qui restent un peu scotchés, qu'est-ce qu'on se dit là? Est-ce qu'on se dit que c'est quand même un signal faible, peut-être, de déception macroéconomique à venir que ce marché pétrolier reflèterait avec une certaine anticipation? Nicolas? Je crois pas du tout en fait. Les matières premières et le pétrole en particulier, ce sont pas des actifs qui anticipent. C'est le prix du pétrole à un moment donné, c'est le fruit de l'équilibre entre une offre et une demande à ce moment-là. C'est vraiment, il y a des tankers qui s'échangent sur l'océan et les acheteurs viennent, achètent et ils transactent au prix actuel. Ils n'essayent pas de se demander
quel sera l'équilibre du marché dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 9 mois. Donc le prix faible du pétrole aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de tension sur le marché. Mais ça peut très très bien se tendre très vite. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire le fait que le prix du pétrole a baissé depuis 1 an? C'est le fruit du ralentissement qu'on a vu depuis 12 mois. Les autres matières premières, les métaux, c'est un peu la même chose, à l'exception notable de l'acier qui a commencé à remonter. Ça, c'est une petite note de bas de page que je vous invite à remarquer. Mais en général, les actions anticipent. Et les matières premières suivent plus tard. Si on prend un exemple extrême qui était le premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans exactement, le marché action a baissé de 35% en 3 semaines. Et le pétrole, lui, il a baissé 2 mois plus tard. Quand, physiquement, il y avait beaucoup trop de pétrole, parce que ça faisait 1 mois et demi que l'économie était arrêtée. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de raison de s'inquiéter, parce que le pétrole est un peu mou en ce moment. Mais pareil, toujours pour aller chercher la petite bête et mesurer ce que les marchés ont dans le ventre pour la suite. À l'instant, François le disait, les moteurs à la hausse, notamment sur le CAC, ces derniers mois, c'était les banques et les cycliques. Les banques, là, on a vu les taux remonter cette semaine, mais les banques reculaient depuis 2 jours. Et aujourd'hui encore, elles font pas tellement mieux que le marché. Est-ce que pour le coup, on est en train là de perdre un moteur? Est-ce que le secteur bancaire, ça y est, a donné tout le jus qu'on pouvait en espérer? Je pense pas. Je pense que le secteur bancaire, on a encore sous pied. Après, sur 2 jours, 3 jours, il y a des déconnexions, il y a du bruit, il y a des déconnexions qui se font. Il faut voir sur un peu plus longue durée. Mais quand on dit comme ça, oui, les taux montent, c'est bon pour le secteur bancaire, puisque les taux qui montent, ce sera plus de marge. Bah oui, mais si les volumes de crédit baissent, ça va pas les aider beaucoup non plus. Alors les volumes de crédit, oui. Alors les volumes de crédit, il faut qu'ils baissent pendant longtemps avant que ça se voit vraiment dans les banques. Non, le problème que ça pourrait générer, c'est si les taux montent trop fort et que ça génère une récession. Là, il va y avoir des crédits qui vont faire défaut et ça va vraiment coûter cher aux banques. Mais tant qu'on n'est pas dans ce scénario-là, tant qu'on ne rentre pas dans un scénario récessif, les banques vont vraiment gagner sur tous les terrains. Il faudrait quand même rappeler que depuis le début de l'année, on est à plus 10. Donc on va pas faire plus 10 tous les 2 mois jusqu'au mois de décembre. Je sais pas, Renault c'est plus 35 depuis le début de l'année, ça continue de bien progresser aujourd'hui, Renault plus 2%, ça fait mieux que le secteur bancaire aujourd'hui, Renault. Oui, Stellantis, c'est encore mieux, c'est la plus forte hausse du CAC, la plus 3% à l'instant. C'était des titres massacrés. On partait de valorisation tellement basse que on relâche la pression en fait. Donc évidemment, ça peut monter très fort. Oui. Mais Stellantis, c'est encore extrêmement peu cher. Si on valorise ça avec des outils un peu à l'ancienne. Ça peut encore monter beaucoup plus. Mais alors, il faut que ça se passe bien, ça c'est sûr. Là, on découvre le titre Stellantis qui a bien accéléré depuis quelques jours et notamment depuis sa publication. Les bénéfices records de Stellantis, aujourd'hui cette hausse là qu'on voit en direct sur notre écran, 3,2% la hausse de ce titre Stellantis. On est là dans les cycliques parfaites pour justement bien capter cette capacité mondiale à rester en territoire de croissance. On a dans le secteur automobile, et on voit aussi Volkswagen aujourd'hui progresser du 8% à Francfort, on a dans le secteur automobile les pépites, les chevaux peut-être les mieux taillés pour capter cette croissance. Vous parliez de marché européen particulièrement bien câblé pour capter la croissance mondiale. Secteur automobile, François, vous inspire? Ça fait peut-être partie, mais c'est surtout, je pense que ce qui est intéressant dans l'automobile, c'est que on a le sentiment qu'elles vont pas faire faillite dans les 2 ans qui viennent. Et c'était ça qu'il y avait quand même dans les cours. Quand on voit que le secteur se payait à peu près 3,5 fois les résultats de l'année, on se dit que 3,5 fois les résultats de l'année contre un LVMH qui est au-dessus de 20 fois. On voit bien qu'il y a quand même une grosse différence. Donc forcément, quand les choses vont mieux, quand on a cette évidence d'avoir des chiffres d'affaires qui vont progresser, qui se seront sans doute impactés par le retour de la croissance chinoise aussi. À un moment donné, on se dit les valorisations sont pas ce qu'elles doivent être. Et ne pas oublier les équipementiers qui remontent bien aussi, on vient de le voir, Faurecia qui gagne 7,5% en ce moment. On va prendre la direction de Wall Street et on poursuit nos échanges dans un instant. On se demandera quand même si cette inflation de plus en plus collante, c'est la faute des banquiers centraux. On va se le demander parce qu'un certain nombre d'économistes, les plus médiatiques d'entre eux en tout cas, disent c'est le fruit des resserrements monétaires, des politiques trop accommodantes, et si on est dans cette inflation, c'est de la faute des banques centrales. Vous nous direz ce que vous en pensez, vous. Dans un instant, juste après donc avoir retrouvé Sabrina à New York. On vous retrouve en direct. Bonsoir Sabrina. On a vécu ensemble tout à l'heure l'ouverture de Wall Street. C'était une ouverture dans le vert et depuis, bonne nouvelle, la hausse tente à s'accélérer chez vous.
Ouais, ça tient avec des 3 indices américains qui sont en hausse. Le S&P 500 qui est au-dessus des 4000. On était exactement à 4014 points sur les plus hauts niveaux de la séance actuellement, plus 0,8%. Le Nasdaq de son côté prend un petit peu plus de 1%, 11 582 points. Le Dow Jones plus 0,4% actuellement. On est à 33 149 points. Les indices qui sont bien partis pour enregistrer une semaine en hausse. Le Dow Jones qui a déjà enregistré hier sa meilleure séance depuis le 13 février dernier, sous le coup, pour le Dow Jones, d'une belle publication, celle de Salesforce, bien accueillie à Wall Street, et puis surtout ce qui a donné le petit coup de pouce à ces marchés américains, ce sont les commentaires du président de la Fed d'Atlanta qui se dit être fermement en faveur d'une hausse de 25 points de base. Des marchés qui continuent donc sur leur mouvement haussier, avec dans parallèle bien sûr, tout ça c'est lié, ces mouvements de détente du côté de l'obligataire. On est actuellement aux alentours de 4% sur le 10 ans. On était sous ce seuil tout à l'heure. Des marchés qui réagissent également à une actualité entreprise qui est relativement calme aujourd'hui. La saison des résultats approche de sa fin. Et on a quelques publications dans le secteur du retail. Ça continue. On a eu pas mal de publications dans ce secteur depuis la semaine dernière déjà. Avec aujourd'hui Nordstrom qui a fait suite au trimestriel de Macy's hier, des chiffres supérieurs aux attentes et une réaction positive sur le titre. On prend 1,7% sur Nordstrom. Vous avez Costco, le retailer, qui a également publié ses résultats trimestriels. Alors là, c'est mitigé. On a un chiffre d'affaires qui est un petit peu juste et du coup, réaction négative sur le titre qui cède un petit peu plus de 3%. Victoria's Secret, dans l'habillement, des chiffres supérieurs, des chiffres partagés, mais une réaction positive sur le titre, plus 0,5% sur cette valeur à 37,94 $. Et puis des résultats aussi dans le secteur tech, Broadcom notamment, qui a fait mieux que prévu et qui est bien entouré, près de 5% de progression, Guillaume, pour ce titre Broadcom, dans une tendance positive. Le marché qui tente de mettre, en tout cas pour le S&P 500, fin à 3 semaines de repli. Le S&P 500 au-dessus des 4000. On verra si ça tient tout à l'heure d'ici la clôture. Mais pour le moment, donc, belle hausse sur ces marchés américains pour terminer cette semaine. Merci Sabrina, et on vous retrouve bien sûr à Wall Street tout au long de cette soirée pour suivre la séance. Tiens, un chiffre à peine croyable dont nous faisait part tout à l'heure John Plassard pour Mirabeau, et d'ailleurs qu'il a publié sur son fil Twitter auquel on vous encourage de vous abonner. Netflix, figurez-vous, Netflix est responsable de près de 15% du trafic Internet mondial. Netflix à lui seul égale 15% ou responsable de 15% du trafic Internet mondial. C'est Senvine, le rapport Senvine qui nous fait part de ce chiffre. Évidemment, très très impressionnant. Netflix qui progresse d'ailleurs à nouveau un petit peu aujourd'hui de 0,8%. Sur le CAC 40, on est en train d'accélérer. Là, désormais, on n'est plus qu'à 30 petits points, notre plus haut absolu, 7357 points. On progresse d'1% désormais sur le CAC. On en parle avec nos coéquipiers, Nicolas Decaux pour Clarton Associés et François Jubin, le directeur général de Wise AM. Donc ce CAC qui accélère un peu à la hausse. C'est vrai qu'on a aussi une légère détente obligataire aujourd'hui. On la prend, messieurs, cette détente, on est d'accord. C'est toujours bon quand même. Même si vous nous disiez que les marchés actions n'avaient rien à craindre des hausses de taux, on prend quand même la détente obligataire aujourd'hui, Nicolas. On est content de l'avoir. Rien à craindre. J'ai dit qu'on pouvait se permettre de... Enfin, c'est sûr que si les taux montent trop agressivement, ça ne sera pas bon pour le marché action, mais une petite hausse de taux, ça devrait pas faire particulièrement. Et pour vous, on n'aura plus que des petites hausses de taux, ou il faut revoir nettement à la hausse, vu l'inflation qui surprend quand même, le taux terminal de la Fed et de la BCE? Je crois que ça dépend beaucoup de l'inflation. Ça dépend beaucoup de votre vision sur l'inflation. Donc peut-être que le marché a été un peu trop optimiste sur l'atterrissage de l'inflation à la fin de l'automne dernier. Là, on est un peu en train de dégriser. C'est-à-dire qu'en fait, dès que le marché a vu que l'inflation avait atteint son sommet, ce qui s'est passé grosso modo au mois d'octobre, il s'est dit « Ah, bah ça y est, c'est terminé, on retourne à 2%. Et on n'entendra plus parler d'inflation. » Et donc, tout s'est mis à monter, les taux se sont mis à se détendre. Et là, on voit dans les chiffres, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont sortis des deux côtés, aux États-Unis et en Europe, qui ont l'air de laisser penser que ça ne sera peut-être pas si simple que ça. Et pour le moment, le 2%, il n'est pas encore en vue. Le consensus aujourd'hui, c'est qu'en juin, juillet, aux États-Unis, on soit autour de 3%. Il y a un mois et demi, les gens attendaient 2% dès le mois de juin. Donc c'est ça un peu qui rend le marché un peu nerveux. Le marché anticipe désormais un taux terminal de la Fed aux alentours de 5,4%. Vous pensez que ce sera plus ou pas ?
J'en sais rien. Bon. J'en sais rien. François, même question. Ouais, et puis de toute façon, on a fait l'essentiel du J'aurais essayé. Soit c'est 5,25, soit c'est 5,50, soit c'est un peu plus. Enfin, là, on voit bien qu'on est en train de parler de 25 points de base d'écart, en plus, en moins. Voilà, donc c'est pas. Ah oui, mais 25 x 10, ça fait 250. Enfin, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça sera pas 7,5. Ah non, mais je plaisante, mais oui, d'accord. Ça peut être 6, par exemple, 6%. Ouais, si l'inflation descend à 4 et reste à 4, ça sera 6. Ouais. Ça, c'est pas dans les prix de marché. Voilà, c'est pas dans les prix de marché. Ouais. Et Guillaume Darle, président de Montpensier Finance, expliquait, c'était avant-hier, qu'à chaque fois qu'on a eu une grande crise mondiale ou régionale, les taux de la Fed, le taux nominal était justement sur cette barre des 6%. En 1929, en 1997, lors de la crise asiatique, en 2000 et en 2008. Alors du coup, il faut craindre cette barre des 6% ou pas? Non, mais il n'a pas démontré un lien de cause à effet. C'est pas parce que les taux sont à 6% que tout d'un coup on va avoir une crise mondiale. C'est pas parce qu'il faisait beau ce jour-là que c'est de la faute du soleil, quoi. Exactement. Ouais. Bon, d'accord. Non, mais l'économie peut très bien supporter des taux à 5%. L'économie a supporté pendant des décennies des taux à 5%. Si la croissance est là. Si la croissance est là, évidemment. Mais si la croissance n'est pas là, s'il n'y a ni croissance ni inflation, les taux vont redescendre. Ça va être mécanique. Pour l'instant, résilience quand même de cette économie, que ce soit européenne ou américaine. Alors on verra combien de temps cette résilience dure. C'est vrai qu'il faut que le temps que les politiques monétaires infusent. Mais on a un nouvel indicateur, un nouveau signe du dynamisme de l'économie américaine. Aujourd'hui, c'est l'ISM des services qui, alors certes, se tasse un tout petit peu. On passe de 55,2 à 55,1. Enfin, vous voyez que c'est vraiment l'épaisseur du trait. Et donc, on a un ISM des services qui reste largement supérieur aux attentes. Cette inflation qui demeure, est-ce que finalement c'est de la faute des banques centrales? Je vous pose la question parce que c'est un discours qu'on entend régulièrement de la part de certains économistes. De toute façon, tout ça, c'est de la faute des banques centrales. Et nous, on leur avait bien dit, elles ne voulaient pas nous écouter. Est-ce que ce sont les politiques monétaires accommodantes des 10-15 dernières années qui nous entraînent dans cette inflation? Ou est-ce que vous voyez beaucoup d'autres causes l'un et l'autre? François? Alors non, les banques centrales, elles nous ont entraînés sur des actifs qui étaient chers. Des taux d'intérêt négatifs, des marchés actions qui étaient valorisés 30 fois les résultats. Donc ça, c'est les banques centrales. Mais l'inflation qu'on connaît, celle de la hausse des prix des biens qu'on achète, eh bien, ça commence avec l'ouverture qui a passé le confinement de Covid. C'est l'hélicoptère monnaie qui a distribué énormément d'argent aux consommateurs. Et en même Là, vous temps, parlez de l'hélicoptère monnaie budgétaire, celui des États, oui, les aides des États aux consommateurs, oui, pardon, qui ont soutenu la consommation voilà, et donc les prix. Voilà, donc c'est l'argent qui est arrivé dans la bourse des ménages de part et d'autre de l'Atlantique. Donc c'est ça qui a été une grande composante de l'inflation, c'est-à-dire la demande. Donc la demande a explosé grâce à ça. Et en même temps, on a eu l'offre qui a été contrainte. C'est-à-dire, on voit bien encore que là, on est en train d'annoncer que Volkswagen va mieux parce qu'ils vont réussir à avoir la livraison de leurs composants. Eh bien, on voit bien que les goulets d'étranglement ont été l'élément majeur de la rupture de l'offre. Et donc, une offre qui se réduit, une demande qui est soutenue, eh bien, on fait monter les prix. Donc, c'est pas de la faute des banques centrales, un tout petit peu quand même. Ça peut nourrir un peu l'inflation. Et l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, ça n'a pas été aussi un moteur sur l'inflation? Bien sûr. Bon. Pareil, Nicolas, ou des nuances? Moi, je nuancerais un peu. Je pense qu'ils sont quand même un peu responsables, mais ils ne sont pas du tout les seuls. Il y a les États sont responsables. Peut-être qu'on aurait pu éviter pendant 15 ans des taux trop bas. On aurait peut-être pu, plutôt que d'avoir des taux négatifs, avoir des taux, au lieu d'être à moins 0,5, on aurait peut-être pu être à plus 0,5 ou plus 1. C'est toujours facile de le dire après. Quoi. Ouais. Mais je pense effectivement que les rallonges budgétaires au moment du Covid, ça c'est quand même un gros élément. Et puis moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce qui risque d'entraîner une inflation qui reste, c'est la tension sur le marché du travail. Donc là, est-ce que c'est la faute des banques centrales? Je pense que ça serait la faute des banques centrales s'ils laissaient le marché se tendre sans réagir, à partir de maintenant en fait. Donc j'ai pas tellement envie d'aller leur dire vous avez fait n'importe quoi dans le passé. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire maintenant. Et c'est maintenant que vous devez bien calibrer le tir
Et c'est pas facile aujourd'hui parce que effectivement, où on met les taux, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de paramètres. Ça va mettre les budgets des États sous une pression énorme. On n'en parle pas, mais quand on a plus de 100% de dette sur PIB, quand on met les taux à 5%, la dette roule. Et puis au bout de 7, 8, 10 ans, on a énormément d'intérêts à payer. Donc et on a vu hier la France émettre des obligations à un taux bien supérieur sur les mêmes échéances, pourtant à un taux bien supérieur à ce qu'il était il y a seulement un mois. Ça s'est remonté très très vite, le taux auquel la France emprunte. Donc ça, pour l'instant, on n'en entend pas parler, mais ça, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre tous les acteurs qui sont très endettés sous pression. Donc les entreprises très endettées, les particuliers très endettés potentiellement, et puis les États. Donc c'est ça qui va être Oui. Sauf si la croissance, parce que les dépenses budgétaires dont vous parliez qui soutiennent l'inflation, ces dépenses, elles vont sans doute apporter aussi plus de croissance. Parce qu'en plus, il y a de l'investissement dedans quand même, dans des thématiques d'avenir, la transition, etc. C'est de la croissance en plus. Du coup, ça va permettre d'éponger une partie de cette dette dont vous nous parlez à l'instant. Un peu, mais quand on part avec 115 points de PIB de dette, il en faut beaucoup de la croissance pour... Ouais. François, vous vouliez ajouter un mot ou on parle de l'allocation directement là? On peut parler de l'allocation. Allez, allocation. Dans quoi est-ce que vous choisissez d'investir alors qu'on est à 3 minutes de la clôture et que le CAC 40 est en train d'accélérer la hausse? On le découvre pour ceux qui nous regardent à la télévision sur l'appli BFM Business. Le CAC 40 gagne en ce moment 1%. Où Londres, tiens, qui était dans le rouge il y a quelques minutes, vient de basculer légèrement dans le vert. Vous l'observez aussi, messieurs, dans notre écran. En revanche, Athènes, toujours dans le rouge. C'est la seule place européenne encore dans le rouge. En termes d'allocation, donc, François, quels sont vos choix, vos arbitrages? Alors, en termes d'allocation, nous, on est partisans de toujours avoir un pied sur les 3 grandes zones économiques, l'Europe, les États-Unis et la Chine. Alors la Chine, on comprend pourquoi maintenant, croissance avec valorisation attractive. L'Europe, on en a longuement parlé. Les États-Unis, c'est un peu plus compliqué parce que les États-Unis, il y a quand même une grande composante sur la partie tech et on n'a pas encore nos résultats qui progressent de la même manière et au contraire, ça a même été révisé à la baisse pendant tout un moment. Donc, on maintient ces aspects-là. Le deuxième point, c'est on a quand même des spreads sur les obligations privées qui sont suffisamment attractif pour pouvoir investir et couvrir les risques de crédit qu'on peut avoir. Donc ça, c'est sur les portefeuilles les plus défensifs. D'accord, mais on a entendu beaucoup parler de l'investissement dans les fonds obligataires en début d'année et ceux qui ont investi dans les fonds obligataires en début d'année, alors que c'était vraiment le consensus de marché, ceux qui l'ont fait perdent de l'argent parce que les taux ont encore monté depuis le début de l'année. Pas sur les obligations au rendement, par exemple. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai sur les obligations d'État. On est revenu au point de départ. Hein. Sur l'investment grade, c'est vrai aussi Sur l'investment grade, il reste plus grand-chose parce que on a effectivement eu ce côté d'irration, mais on reste encore positif sur l'investment grade. Et puis nous, vous savez bien qu'on aime beaucoup les structurer parce que il y a de la volatilité sur le marché, il y a du dividende, il y a des valorisations, donc voilà. Nicolas, vos choix, c'est intéressant pour ceux qui nous suivent et nous regardent et nous disent souvent ils sont intéressants vos experts, mais on aimerait bien savoir ce qu'ils font du coup, comment est-ce qu'ils traduisent leur vision en termes de choix d'investissement pour peut-être, pourquoi pas, s'en inspirer. Alors, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous le demander directement, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous, on est des spécialistes des actions européennes, on va un peu faire des actions américaines aussi, on va chercher aux États-Unis des sociétés qui n'existent pas en Europe. On est très très à l'aise avec les actions européennes qui ne sont pas très chères. Elles sont vous êtes un homme heureux en ce moment quand même, elles surperforment. Oui, ça va, mais bon, on ne s'excite pas pour autant. Enfin, il n'y a pas besoin d'y mettre de l'émotion. Mais on est assez serein avec les actions européennes. Et dans les actions européennes, en fait, les secteurs qui performent depuis le début de l'année, c'est ce qui est lié souvent à la consommation. L'automobile, c'est un bon exemple. En fait, on pense qu'il y a encore pas mal de réservoirs de valeur dans toutes ces actions. Donc on a du Stellantis, on aime bien Stellantis, on a du Airbus, on a à peu près une 50aine de lignes, donc il y a énormément de lignes, je dirais, mais il y a encore de la marge à condition qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles. Qui arrive en Europe. Si tout d'un coup le conflit ukrainien, il y a une escalade, etc., le marché va baisser. Voilà. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce soir, nos coéquipiers du club. Dans un instant, la clôture, on va la vivre en direct. C'est une clôture dans le vert. Étienne sera avec nous dans un instant depuis la tour Euronext, bien sûr. François Jubin nous accompagnait, directeur général de Wise AM. Nicolas Decaux également, gérant analyste pour Clartan Associés. Bonne soirée, messieurs. Bon retour.